Bonsoir. 2021 s'en va et nous accueillons 2022. Une année exceptionnelle tout comme celle d'avant en raison de cette crise sanitaire sans précédent qui s'est abattue sur la planète. 2021 économiquement parlant fut très intéressante à plus d'un titre et nous allons voir pourquoi. D'un côté les mesures Covid des États qui continuaient à mettre en place des dispositifs d'appui budgétaire et monétaire. De l'autre, sur le front sanitaire, l'accélération de la vaccination pour une reprise des activités de manière générale. Ce soir, avec nos invités, nous allons revenir sur certaines dates, certaines questions, certains faits importants. À l'image de la Chine, le géant asiatique, peut-on parler d'une nouvelle ascension après le contexte pandémique? La perturbation des échanges économiques internationaux, constat unanime également, bien évidemment, à l'exemple de la crise des microprocesseurs, édifiant en effet. L'arrivée de Joe Biden aux États-Unis, le départ d'Angela Merkel en Allemagne, le marché oil and gas, le climat, les énergies propres, le numérique bien sûr et ce virage digital exceptionnel cette année. Enfin, ce concept ou ces concepts de relocalisation et de démondialisation, que pouvons-nous dire là-dessus? Analyser, commentaire avec les invités de ce soir que je vais vous présenter dans un tout petit instant. L'émission d'aujourd'hui est intitulée « Économie mondiale, faits marquants 2021 ». Bienvenue dans Insight. Voici mes invités qui vont m'accompagner durant 1 heure pour commenter un certain nombre de faits marquants de cette année. Nous avons le plaisir de recevoir Nordine Azzouz, journaliste, directeur de rédaction du quotidien Reporter. Nordine, bonsoir, merci d'être avec nous. Ali Kahlen, vice-président de CARE, club d'action et de réflexion autour de l'entreprise. Bonsoir Ali Kahlen et merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, avec plaisir. Alors 15 questions, 15 faits sur lesquels nous allons bien sûr nous arrêter ce soir. D'abord, numéro 1, la crise sanitaire. On s'en rappelle, c'était déjà l'année d'avant, cette année aussi. Toutes ces nouvelles vagues de contamination que nous sommes en train de connaître, que la planète est en train de connaître. Alors en une année, a-t-on vraiment l'impression que les choses sont en train de rentrer dans l'ordre, notamment avec ces campagnes de vaccination qui ont tendance un peu à encourager le retour à la normale? Oui, ce qui est remarquable en cette fin d'année, c'est que les États aujourd'hui sont nettement mieux préparés face à la pandémie et au risque Covid. Cela est indéniable. On le constate à travers les différentes campagnes de vaccination de par le monde. On le constate à travers les informations qui nous sont données par les laboratoires de recherche concernant les vaccins anti-Covid. Mais en même temps aussi, il y a une part d'incertitude qui subsiste. Et son indicateur a été le bulletin épidémiologique publié ce matin par l'OMS, et qui lance une mise en garde contre le variant Omicron, parce qu'on est passé maintenant du Delta, dont la dangerosité était plus marquée et plus importante, au variant Omicron, aujourd'hui, qui a une capacité de propagation plus importante, mais qui semble, provoquer nettement moins de complications, quoique sa puissance de propagation aussi pose des problèmes, notamment pour les services hospitaliers de par le monde. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, 12 mois après, les États, le monde a pris en considération la question pandémique. Il a développé des stratégies de lutte et de prévention qui ont donné des résultats. Pour preuve, on en parlera tout à l'heure si vous voulez, pour preuve c'est les indications concernant les frémissements économiques et de croissance de par le monde. Mais, comme je viens de le dire, il y a aussi cette part d'incertitude qui va certainement marquer le peu de jours qui nous reste de l'année 2021, mais aussi les semaines et les mois à venir, sans doute, pour 2022. Ali Kahlen, avec cette année qui a été, on va dire, un peu mieux que celle de l'année d'avant, avec un petit espoir quand même, et cette campagne, ou ces campagnes de vaccination. Oui.
Oui, effectivement, on peut dire qu'elle est mieux, non pas parce qu'il y a moins de, il y a moins de cas ou il y a moins de décès, elle est mieux dans le sens où on a mieux compris ce virus et on sait comment le prendre en charge et on sait comment faire pour que, plus ou moins, que les cas diminuent et que les décès surtout aussi diminuent. Le problème, et ça c'est beaucoup plus un défi, c'est d'arriver à ce que notre population comprenne une bonne fois pour toutes que la seule issue, c'est bien entendu la vaccination. Il est inconcevable qu'on continue avec des pourcentages qui sont moins de 15%. Je crois que la dernière annonce du ministre de la Santé était 12% de vaccinés, avec un lot de vaccins qui va bientôt être malheureusement périmé, bien entendu parce qu'il a été acquis pour justement prendre en charge une certaine population. Cette population ne se vaccine pas, donc c'est un gros problème. Donc il y a beaucoup c'est un défi, hein, il y a beaucoup d'efforts à faire, de communication, de pédagogie, de façon à ce que ceux qui ne sont pas vaccinés puissent le faire. Le problème, c'est que ce virus, il nous l'a montré d'ailleurs, il est là pour durer de toute manière. Il passe son temps à sauter de variant à l'autre. À muter. À muter. Et puis là, c'est pire parce que nous avons en fait deux variants qui sont concomitants, qui sont en train d'être tous les deux ensemble. Donc, à la limite, il y a encore plus de force s'ils sont deux. Donc, c'est pas quelque chose qui va disparaître du jour au lendemain. Et donc, il va falloir réellement prendre ça en charge. Beaucoup de communication, beaucoup de pédagogie à tous les niveaux pour que le maximum de notre peuple puisse aller se vacciner parce qu'il n'y a pas d'autre issue que la vaccination. Je pense que c'est clair. Comme vient de dire Nordine, les notes de l'OMS sont aussi claires, hein, elles sont journalières et je crois que c'est la seule source d'information à laquelle on devrait donner du crédit. Il est hors de question de voir comment faire ou comment accepter ou ne pas accepter le vaccin à travers Internet. Internet, désolé, c'est pas l'Organisation mondiale de la santé. La vérité, c'est au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, à laquelle nous appartenons, à laquelle nous adhérons. Donc il est clair que ça doit se passer de ce côté-là. Très bien, voilà. Donc on devait forcément consacrer ce tout premier point à la crise sanitaire, puisque ça reste le fait marquant et qui a complètement bouleversé les données économiques. Nordine, il y a quelque chose ? Il n'est pas uniquement sanitaire, hein, qui s'affirme aussi comme un marqueur concernant les stratégies de recherche et de développement dans le domaine de la pharmacie et du médicament. C'est très, très, très important. La Covid-19, le SARS-CoV-2, ne constitue pas uniquement un défi ou un péril pour la santé de l'humanité. Il a aussi contribué à développer des stratégies qui font qu'aujourd'hui, des pays sont en train d'investir dans le médicament, dans les laboratoires de recherche, pour non seulement apporter des luttes et développer des luttes efficaces contre le virus, mais aussi pour anticiper d'autres pandémies. Parce que depuis que le débat est en cours sur le péril et le risque Covid, on anticipe aussi parce qu'il y a aujourd'hui pratiquement toutes les communautés scientifiques sont d'accord sur ça, qu'on peut s'attendre à de nouveaux risques pandémiques. Ça s'est transformé par, comme on l'a vu chez nous aussi, hein, par un investissement extrêmement intéressant dans le domaine de la pharmacie et de l'industrie du médicament, et qui fait qu'aujourd'hui, ce domaine-là, aujourd'hui, est en train de devenir non seulement un sujet économique, plutôt sanitaire économique, mais aussi géopolitique. Pour preuve, on a commencé, puisqu'on parle de notre pays, à développer des stratégies de coopération très intéressantes avec la Chine, probablement avec d'autres pays qui sont en avance dans ce domaine-là. Et ça, je pense que c'est un point à ne pas négliger, parce que ces stratégies-là sont en train aussi de définir de nouvelles lignes de partage sur le plan économique. Particulièrement sur la question de l'industrie pharmaceutique, mais comme l'industrie pharmaceutique aussi a des dérivés, des articulations en amont et en aval, donc vous imaginez un petit peu les enjeux qui sont en cours aujourd'hui et qui ont été libérés depuis que l'humanité aujourd'hui est en train de vivre face cette crise. À cette crise sanitaire. Pour aller un peu dans le sens de ce que vient de dire Nordine à propos justement de stratégie, de prise en charge de tout ce qui concerne ce virus, actuellement, partout dans le monde, pas uniquement chez nous, hein, c'est quelque chose qui se passe partout, les anti-vaccins, ou les anti-vax comme on les appelle,
Quand on leur demande pourquoi vous ne voulez pas vous vacciner, la réponse pratiquement à 90% de ces gens-là, je ne suis pas convaincu. Pourquoi vous n'êtes pas convaincu? Le vaccin a été développé trop rapidement. Bah oui, mais développé trop rapidement, on est dans un autre monde. On est dans un monde interconnecté à outrance. Enfin, trop rapidement, tout est relatif. Ça a quand même pris presque 1 an et demi. Absolument. Tous les laboratoires du monde sont interconnectés. Au niveau de la recherche, c'est pareil. Donc, on n'a jamais eu un travail aussi communautaire, aussi mutualisé que maintenant. Et vu que c'est une pandémie, comme l'avait annoncé l'OMS en mars 2020, il est clair que tout le monde doit s'y mettre. Donc les choses qui prenaient un peu plus de temps, il ne faut pas oublier aussi les équipements. On a beaucoup plus d'équipements qui font un travail beaucoup plus rapide avec des masses de données extraordinaires, le cloud, le big data, etc., qui font que tout est accéléré. Donc il faut arrêter avec cette histoire de « je ne suis pas convaincu », le vaccin a été développé trop rapidement. A été développé rapidement parce que l'homme est capable actuellement de faire des choses extraordinaires. Quand l'homme a pu avoir le génome de l'être humain, et ça fait maintenant bientôt 20 ans, il l'a fait comment? Il l'a fait avec des équipements informatiques qui étaient capables de calculer comme ça n'a jamais été le cas auparavant. Alors on est capable de décrire le génome humain et on n'est pas capable de développer un virus. Il faut quand même arrêter. Très bien. Si vous permettez, sans anticiper un petit peu sur les sujets à venir, tout à l'heure vous avez prononcé le terme de relocalisation. Ben voilà que aujourd'hui tous les pays, à commencer par le nôtre, on commence à réfléchir à des stratégies pour consolider les plateformes de production pharmaceutique et de médicaments, à considérer que la production de médicaments, pas uniquement d'ailleurs le vaccin anti-Covid, mais la production pharmaceutique de manière globale aujourd'hui est une question stratégique qu'il faut absolument intégrer dans une logique, j'allais dire, presque patriotique. Oui, il ne faut pas... Et faire en sorte de développer des investissements pour qu'on soit autonome et qu'on soit... Question de souveraineté. Absolument, pour qu'on soit aujourd'hui, qu'on ne dépende plus... comme avant, de l'importation du produit médicamenteux et qu'on développe notre propre production et nos propres stratégies pour ça. Un chiffre d'ailleurs, pour vous dire qu'on est peut-être sur la bonne voie, j'espère qu'on va continuer sur ça. Pour la première fois, l'Algérie est en train de produire un vaccin sur la base d'une coopération avec un opérateur chinois, comme vous le savez, et comme tout le monde sait. Et j'ai regardé un chiffre ce matin, on est marché autour de 2 milliards de dollars, c'est quand même très intéressant, fait par des opérateurs nationaux algériens. Donc, voilà aussi une des conséquences et un des éléments aujourd'hui qui fait que le Covid n'est pas une question uniquement sanitaire, n'est pas une question qui relève uniquement de la santé, mais qui aujourd'hui se projette sur des espaces et sur des lieux, sur des domaines complètement aux enjeux multiples. Voilà. D'accord. Alors, deuxième point, récession inégalée et politique monétaire des États. Là aussi, on a eu des scénarios impensables, inenvisageables il y a quelques années, et pourtant, quel est votre commentaire là-dessus, Nourdine Azzouz, sur ces récessions inégalées, ces politiques monétaires des États qui deviennent de plus en plus impliqués avec des mesures de sauvegarde, des mesures, je parle des pays les plus capitalistes. Premier élément de réponse, c'est que les conséquences de la crise sanitaire ont été tellement énormes qu'ils ont grippé les machines économiques dans le monde. Ça, c'est le premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, tous les pays ne sont pas égaux face aux conséquences de la pandémie. Et ces pays-là n'ont pas les mêmes réponses par rapport justement aux défis qui se posent aujourd'hui à travers la crise sanitaire et la pandémie. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2020, l'impact et le choc sanitaire étaient tellement forts que pratiquement tout a été cloué au sol. J'utilise là une métaphore pour rappeler que une des activités, un des domaines les plus touchés, ça a été l'aérien, qui est consommateur d'énergie, comme vous le savez, etc. Enfin, tous les transports d'une manière générale. En 2021, on a commencé à sortir un petit peu de cet état comateux, il faut appeler ça comme ça, mais ce n'est pas encore un retour à l'avant-pandémie, avant 2020. Conséquence, vous avez des machines économiques qui étaient performantes, puissantes, et qui se sont retrouvées complètement perturbées dans leur fonctionnement. Voilà. C'est ça.
Je pense que, pour aller un peu dans le sens de ce que vient de dire Nordine encore une fois, tous les pays ont été pris au dépourvu. Il ne faut pas penser qu'on pouvait prévoir ce type de pandémie. Disons, tout le monde a été pris au dépourvu. Et on l'a très très vite senti dès que la pandémie a atteint les 6 mois, le premier semestre. La preuve, c'est que tout le monde se rappelle ce que disait le président de la première puissance mondiale, Trump pour ne pas le nommer, qui disait « ne vous inquiétez pas, de toute façon ce virus va disparaître au printemps ». C'est la preuve, si le président d'une puissance aussi importante que les USA déclare ce type de choses, c'est que vraiment, il n'y croyait pas, parce qu'il ne peut pas juste le lancer comme ça, même si on sait comment il est, etc., etc. Mais bon, il a quand même des conseillers. Et donc, à partir du moment où on voit ce type de déclaration, et puis qu'on voit juste après ce qui s'est passé, tous les pays, surtout les plus performants, j'ai parlé des États-Unis, mais je peux aussi citer les pays européens, tels que l'Allemagne, la France, l'Angleterre, les pays du Nord, etc. Tous, ils ont eu les mêmes réflexes et tous, leur peuple leur a sauté à la gorge en leur disant « vous gérez mal cette pandémie, comment ça se fait, vous n'avez pas prévu ?» Ben oui, effectivement, personne n'a prévu cette pandémie. Et à ce moment-là, après, c'est la loi des dominos, hein, c'est la crise sanitaire à laquelle s'additionnent toutes les crises qui viennent après, surtout à partir du moment où on a commencé à confiner. Alors le confinement, c'est encore une autre histoire, parce que là, ça bloque l'économie complètement. Et évidemment, à toute chose malheur est bon, parce qu'en bloquant l'économie, en obligeant les gens à travailler à distance, quelque part, on a aussi obtenu l'accélération de la digitalisation. Et on va essayer d'en parler tout à l'heure, si le temps nous le permet. Ascension de la Chine, messieurs, tout le monde disait que Pékin allait être KO après cette crise sanitaire. Les raisons sont multiples. Et là, on voit quand même qu'il y a une ascension de nouveau, un regain. Est-ce qu'on s'attendait à ce genre de scénario ? Sur le cas chinois, moi, j'ai une observation en nuance. C'est vrai que quand on regarde le chiffre, par exemple, de croissance premier trimestre 2021, ils ont démarré à 18%. C'est énorme. Troisième trimestre, c'est autour de 4,9%. Donc c'est un peu moins important que ce qui a été réalisé en termes de performance économique et de croissance dans ce pays-là en début de 2021. Donc puissance, oui, mais fragilité aussi. Et là aussi, c'est en rapport avec les conséquences de la crise sanitaire et du Covid. J'ajouterais aussi que modèle chinois qui, selon moi, en vigueur depuis le plénum du Congrès de 2013, c'est-à-dire ouverture vers le libéralisme, commence à montrer ses limites aujourd'hui. Et le marqueur de ces limites aujourd'hui, c'est le marché de l'immobilier, qui, comme tu le sais, Ahmed, est un vecteur de croissance extraordinaire. Or, le marché de l'immobilier aujourd'hui en Chine est en situation de crise assez marquée, pour ne pas dire autre chose. Le grand indicateur, c'est ce qui se passe avec Evergrande et les milliards, plus de 300 milliards de dollars, peut-être un peu plus, qui sont partis en fumée, qui font que, donc, oui, démarrage, une capacité de résilience extraordinaire et de résistance au choc sanitaire, mais aussi des fragilités qui sont dues aux facteurs sanitaires, mais qui sont dues aussi au fait que le modèle économique aujourd'hui en Chine est en train de connaître des limites et peut-être qu'on assiste à une amorce d'une nouvelle façon de voir. Le président Xi Jinping, il y a quelques jours, oui, avait parlé de prospérité commune. En langage économique, ça veut dire qu'on passe à autre chose, on embraye sur autre chose. On a l'impression que c'est un baromètre, finalement, la Chine, depuis la crise absolument. sanitaire, surtout. Dès qu'il y a une vague chez eux, la planète entière se tient le ventre. Oui. Et dès qu'il y a une reprise économique, on se dit, allez, peut-être qu'on est sorti de la crise. Dès qu'il y a une stagnation, voilà. C'est vraiment le baromètre, Ali. Absolument, absolument. La Chine, en fait, quand la pandémie est arrivée, après avoir essuyé évidemment le plâtre au départ, avec toutes les critiques qui ont fusé d'un peu partout, du même monsieur d'ailleurs que j'ai nommé tout à l'heure, le fait qu'ils aient eu beaucoup d'avance pratiquement sur tout le monde, puis le gras qu'ils avaient, ça leur a permis d'abord de très très vite reprendre, mais c'est une impression, comme vient de le dire Nordine, c'est une impression, parce que de nouveau maintenant,
pratiquement 1 an et demi après le début de la pandémie. De nouveau, là, pas mal d'analystes économiques sont en train de se demander est-ce que la Chine, finalement, n'est plus l'usine du monde? Parce qu'effectivement, elle commence à avoir des gros soucis. Par contre, il y a un autre aspect, c'est un peu du côté de la géopolitique, qui justement, elle est en train de la mettre en avant. Quand on voit ce qui s'est passé, le revers qu'a subi les Américains en Afghanistan, mais pas qu'en Afghanistan, la montée de la Russie aussi de l'autre côté, et la Chine de l'autre, imaginez que de plus en plus, les démocraties, entre guillemets, européennes, et pas qu'européennes, même celles qui sont dans d'autres continents comme en Afrique du Sud ou en Asie, sont en train de se poser des questions. Est-ce que réellement la démocratie va mener au bonheur qu'on espérait dans les pays capitalistes? La Chine s'en porte pas mal du tout. La Russie également, surtout avec l'affaire de l'Ukraine actuellement, on sent qu'il y a une explication qui a du sens. Quand le Poutine dit je ne suis pas d'accord pour que vous mettiez vos armes à la frontière ukrainienne, ça veut dire que vous êtes chez moi. Est-ce que vous accepterez que moi je mette des armes à la frontière mexicaine, à la frontière canadienne? C'est quelque chose qui n'aurait jamais été dit auparavant. C'est quelque part, il y a la pandémie qui est passée par là. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Il y a un gros paradigme au niveau de tout ce qui se faisait auparavant qui est en train de changer. Et ça, c'est la pandémie. C'est quelque chose qui... Donc, les mois qui vont arriver, c'est parce qu'on voit, par exemple, le pays qui est le plus proche de nous, on a une forte communauté là-bas, c'est la France. Il y a des élections bientôt. Vous n'avez qu'à voir de quelle façon l'extrême droite est en train d'avancer. Les gens ne croient plus à la démocratie. Et ils prennent comme exemple les Chinois en disant pourquoi les Chinois, ils arrivent à le faire en étant communistes, parti unique et autres. La Russie, c'est pareil. Donc il y a quelque chose de très très profond qui va se passer. Lorsqu'on parle de la Chine, on pense aux routes de la soie, aux nouvelles routes de la soie. C'est le 4e point sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête ce soir. Alors, on parle beaucoup de ces nouvelles routes de la soie, mais on a, entre-temps, les ripostes américaines et les ripostes européennes. Alors, est-ce qu'à votre avis, aujourd'hui, le projet vraiment prend de l'ampleur au point d'inquiéter des concurrents comme les Américains et les Européens? Pour répondre à ta question, Ahmed, pourquoi on parle beaucoup de la Chine? Parce que la Chine est performante, hyper performante. C'est pas donné à tout le monde de démarrer l'année avec 18% de PIB en termes de croissance. Sur la question des routes de la soie, il me semble que c'est un sujet qui commence à avoir un peu moins de visibilité en termes discursifs. Ça ne veut pas dire que les Chinois ont renoncé à ce grand projet. Mais on voit que, en termes de débat sur les routes de la soie, ça a un peu moins d'audience qu'il y a quelques années, notamment en Afrique, le continent qui nous intéresse. Et le dernier sommet ou le forum interministériel qui a eu lieu à Dakar, quand même, nous a montré que il commence à y avoir des critiques vis-à-vis de l'approche d'investissement chinoise en Afrique. Bon, ces critiques-là sont peut-être motivées par le fait qu'on reproche à la Chine d'être un peu plus créancière qu'investisseuse, si je puis dire, mais c'est aussi, pour répondre à ta question, parce que la Chine, aujourd'hui, a des compétiteurs très importants sur le continent africain. Tu as parlé des États-Unis et des Européens. Les États-Unis, rappelez-vous, ils ont tout de suite répliqué par une mini-conférence internationale, ils ont appelé ça, je crois, forum, en décembre. Donc, le forum de Dakar a eu lieu en novembre, réplique des États-Unis en décembre, où ils ont convié des chefs d'État et de gouvernement africains. Et il n'y a pas très longtemps, Anthony Blinken, le chef du département d'État, annonce un grand sommet États-Unis-Afrique en courant 2022. Ils n'ont pas encore annoncé la date, mais c'est programmé dans l'agenda
du département d'État des États-Unis. Idem pour l'Union européenne, puisque la présidence de l'Union européenne sera une présidence française à partir de janvier pendant 6 mois. Et l'une des premières déclarations du chef d'État français Emmanuel Macron, c'est de pouvoir consacrer une part importante à cette présidence pour la consolidation du partenariat Europe-Afrique. Ce qui est différent, c'est que la démarche n'est pas la même, bien sûr. Les Chinois, en dépit des critiques qu'on leur assène, ils viennent avec une démarche quand même totalement différente de celle des Occidentaux, les préalables démocratiques, etc. Ça, ce n'est pas dans la grammaire de la coopération et du partenariat chinois. On peut être pour, on peut être contre, c'est pas le débat. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il y a comme investissement dans le chinois, dans le continent africain, dans quel secteur, et qu'est-ce qu'il y a comme investissement occidentaux. Et il s'agit, pour les Africains eux-mêmes, parce que c'est eux les plus concernés, de comparer et de voir où sont leurs intérêts. Ali ? Oui, je crois que tout le monde se rappellerait le livre qui est sorti il y a de cela 70, ça fait 50 ans, que quand la Chine se réveillera. De Perfit, ouais. De Perfit, voilà. Et effectivement, 30 ans plus tard, donc le livre c'était en 70, 30 ans plus tard c'est 2000. Et effectivement, la Chine, à l'époque, tout le monde rigolait, tout le monde riait, mais en 2000, il commençait à rire jaune parce que justement, la prospective était là. Et la Chine s'est réellement réveillée. Maintenant, pour la route de la soie, en fait, il n'y a pas qu'une seule route. Hein. Je pense qu'il y en a plusieurs. Bon, il y a celle de l'Afrique, donc l'offensive sur l'Afrique est en plein dedans. Il y a évidemment celle qui passe par les mers, la mer Rouge, mais il y a aussi celle qui passe par l'Asie centrale et qui est en train de se développer. Donc l'offensive est là et la Chine est là, elle s'est réveillée et elle est dans une inertie qui ne va pas s'arrêter demain. Très bien. Alors le commerce mondial et la perturbation planétaire des échanges de marchandises, ça on l'a bien senti déjà en 2020, ça a été aussi le cas en 2021, mais un peu moins on va dire. J'aimerais qu'on s'arrête sur cette crise des microprocesseurs qui paralyse l'industrie notamment et surtout l'industrie automobile. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur une crise qu'on n'a pas du tout vu venir? Ali Kahlan. On n'a pas vu venir pour les raisons qu'on a mentionnées jusqu'à présent. C'est que personne ne s'attendait à ce qu'il y ait une pandémie. Et le problème pour les microprocesseurs et pour tout ce qui est de haute technologie, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de fabricants dans le monde. Les microprocesseurs, ça se passe en Asie de toute manière. La conception se fait généralement aux États-Unis, surtout quand il s'agit de marques à marché captif comme Apple ou autre, c'est Taïwan et puis c'est la Corée du Sud. C'est les 7 dragons justement la Corée du Sud. Donc tout cela fait que avec la pandémie, forcément les confinements, la production ne suit pas. Donc pendant une année, ils ont pu fonctionner donc sur les stocks. Mais l'autre gros problème, c'est l'avènement de la voiture électrique. Comme son nom l'indique, tout est électrique. Et forcément, tout est électronique également. Et là, on a remarqué déjà une implication des États-Unis sans précédent pour la voiture électrique. Absolument. Et Joe Biden en fait son cheval de bataille. Absolument. Et pas que, parce que même les voitures normales ont également plein d'électronique. Rien ne se fait maintenant sans électronique. La preuve, quand on parle maintenant de voiture pour aller voir si une voiture a un problème, on parle de scanner. Le scanner, il est forcément électronique. Tout ça fait que une sollicitation extraordinaire et qui se complique maintenant parce que la reprise de la fabrication ne se fait pas comme prévu, et elle est compliquée par autre chose, encore une fois un peu géopolitique, c'est que la Chine, elle est en train d'envoyer des signaux très très forts pour récupérer Taïwan. Alors on ne sort toujours pas de la Chine depuis le début de l'émission. Absolument, absolument. Déjà. Absolument. Ah oui. Et Taïwan, en fait, c'est le plus grand concepteur et le plus grand fabricant se trouve là-bas. Puis il y a une autre complication, c'est aussi l'avènement et l'utilisation de la crypto-monnaie, du minage. Et le minage, c'est aussi des microprocesseurs. C'est des cartes processeurs, des cartes graphiques qui sont utilisées. C'est un peu un détournement de la fonction de cette carte pour faire du minage. Et il y a une demande extraordinaire également, donc pour miner du Bitcoin, pour miner les terres et toutes les crypto-monnaies. Donc cette conjonction de tout cela fait que la tension est très forte et ça donne une demande qui n'est pas satisfaite. D'accord. Taïwan, c'est 70% du marché des microprocesseurs et des semi-conducteurs et 90% des produits de pointe qui sont utilisés bien sûr dans l'industrie automobile puisqu'il y a une focalisation médiatique sur ce secteur-là,
Mais il ne faut pas oublier les équipements médicaux, l'industrie du jeu et toute une série de filières industrielles où l'utilisation et l'usage des microprocesseurs et des semi-conducteurs est devenue très très importante. Pourquoi il y a eu une tension sur ces produits-là? C'est parce qu'il y a une amorce de retour vers une activité économique... une forte demande. Oui, une très forte mondiale, demande, déjà. Voilà, qui a provoqué une rupture des stocks et qui a cassé un petit peu le fonctionnement normal des marchés. Ce qui est intéressant dans ce domaine-là, c'est que déjà, puisqu'on a parlé d'anticipation tout à l'heure, Taïwan a annoncé un investissement de autour de 100 milliards, 100 milliards je crois, non plutôt 100 millions de dollars, pour essayer de compenser, justement pour aller vers d'autres unités d'usinage et pour compenser ce gap qui existe aujourd'hui entre l'offre et la demande, parce que la demande, elle est très importante et l'offre aujourd'hui, à cause encore une fois de l'effet Covid, n'a pas pu répondre convenablement à cette demande-là. Et puis vous avez les États-Unis, puisque vous avez évoqué, Joe Biden a annoncé aussi un investissement d'autour de, je crois, 100 milliards pour commencer à investir dans la production des microprocesseurs dans son pays. Très bien. Toujours, bien sûr, avec toile de fond, ce que disait Ali Khalanta, très important, une toile de fond géopolitique, une focalisation sur la Chine, bien sûr, pour la question nationale, pour elle qui est Taïwan, parce que la Chine, c'est une Chine une et pas deux, et puis parce que c'est un compétiteur économique très important. On va essayer de sortir de la Chine, c'est pas évident, je suis sûr qu'on va y revenir. Hein. Allez, États-Unis, avec l'arrivée d'un nouveau président, Joe Biden, après 4 années de Trump inoubliables, j'ai envie de dire, ça reste quand même la première puissance mondiale. Depuis l'arrivée de Joe Biden, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est le discours. Voilà, sur un certain nombre de sujets, parce que son prédécesseur a été tellement radical et plutôt tellement iconoclaste dans la gestion des affaires de son pays et le rapport qu'il avait avec les autres partenaires. Donc au niveau du discours, c'est indéniable que Joe Biden paraît un peu plus... normal. Oui, dans le costume d'un chef d'État de première puissance, voilà, utilisant un discours, disons, un peu moins iconoclaste et un peu moins cassant que celui de son prédécesseur. Pour le reste, c'est encore à voir, hein, parce que... En une année, oui, et en pleine crise sanitaire. C'est ça, justement, sur la crise sanitaire, il avait annoncé qu'il allait faire tout le contraire de son prédécesseur et mettre le paquet, excusez-moi le terme, sur la lutte et la prévention contre le risque Covid. Aujourd'hui, on voit qu'il est un peu loin des ambitions qu'il avait affichées vis-à-vis de son électorat et vis-à-vis de l'opinion américaine. Restent les questions géopolitiques. Il n'y a pas de changement, à mon avis, sur la question ukrainienne qui a été évoquée tout à l'heure. Il reste sur la même ligne que son de conduite que les administrations américaines, que ce soit celle de Trump ou celle d'avant, avec un peu plus d'agressivité aujourd'hui et à vouloir provoquer davantage la Russie dans son précaré, dans son espace vital. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore sur la Chine aussi? Il développe un discours quasi hostile, donc un changement au niveau du discours vis-à-vis de son opinion et c'est vis-à-vis moins virulent, on va dire, de ses partenaires, oui. Sinon, il reste sur une continuité, sur une permanence par rapport aux administrations et aux chefs d'État qui l'ont précédé à la Maison-Blanche. D'accord. Allez, Hélène, vous étiez fan de Trump? Vous savez, les États-Unis, c'est un pays qui est très très puissant et qui est un peu l'exemple de démocratie dans le monde. Mais son fonctionnement est assez particulier, ne serait-ce qu'au niveau des élections. Ce qui se passe actuellement, pour répondre à la question, ce qui se passe actuellement, en fait, moi je ferai le parallèle avec ce qui s'est passé quand Bush est parti et Obama est arrivé. Quand on voit le premier terme d'Obama, Obama n'a fait que continuer la politique de Bush. En fait, pourquoi? Parce qu'il était tout simplement obligé. Les partis démocrates et républicains irriguent toute l'administration américaine.
il est pratiquement impossible de penser qu'avec comme une baguette magique, de penser, parce qu'il y a un nouveau président qui pense autrement, qui réfléchit autrement, qui est l'anti celui qui était précédemment, que tout va changer. Non. Biden fait exactement la même chose. C'est ce que vient de dire exactement Nordin. Il se trouve qu'effectivement, ils ont une crise qui ne veut pas partir, qu'ils doivent gérer. Il est en train de la gérer, pas différemment, pas beaucoup différemment de Trump, parce que Trump, si on voit la fin de son terme, il était en train d'appliquer tout ce que disait l'agence de santé américaine. Il était en train d'appliquer. Au départ, c'est vrai qu'il riait dans les brancards, il disait n'importe quoi, il enlevait son masque, etc. Mais après, il a toujours été provocateur en tous les cas. Absolument. Il est rentré dans les clous. Et Biden continue à le faire. Par contre, il y a autre chose qui est venu et qui va beaucoup plus vite que ce qu'il aurait dû faire, c'est le désengagement, pas uniquement de l'Afghanistan, même du reste. On n'a qu'à voir, pour reprendre un peu l'Ukraine, on n'a qu'à voir la réponse de Biden à Poutine, quand Poutine lui a dit moi je me retire pas si vous me donnez pas de garantie. Que lui dit Biden? Il lui dit pas je vais te bloquer et si jamais tu attaques, je t'attaque. Non, il lui dit d'une manière un peu en miaulant pratiquement, si tu fais ça, je vais mettre des sanctions un peu plus dures que la dernière fois. Attendez, les États-Unis qui parlent de sanctions quand il y a un belligérant qui attaque et qui masse, je crois qu'ils sont à près de 200 000 soldats massés à la frontière ukrainienne, c'est qu'il y a quelque chose de très important qui s'est passé. Et c'est pour ça que la Russie est en train d'avancer ses pions, la Chine, elle fait pareil, mais pas que. L'Iran aussi, pareil, il est en train d'aller très très vite de ce côté-là, justement avec tout ce qu'il doit faire. Et comme je disais tout à l'heure, il y a un changement extraordinaire. Dans cette pandémie, elle est en train de changer les choses. Redéployer les cartes. Il faudrait qu'on puisse en profiter et essayer de tirer des marrons du feu, parce qu'il y a certainement quelque chose à prendre. On est là, il y a quelque chose à prendre. Alors, arriver d'un nouveau... Oui, Nordin ? C'est que le président Biden, aujourd'hui, est en souffrance par rapport au sondage et par rapport à la façon dont l'opinion américaine est en train de percevoir aujourd'hui sa gestion du pouvoir et des affaires de son pays. C'est quelque chose que Trump, malheureusement pour Biden, n'a pas connu. Pour ajouter aussi sur l'idée qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements, il y a la question migratoire. Donc, mis à part un discours un peu plus humanisé sur la façon de gérer les flux migratoires et de s'occuper de ceux qui s'entassent à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, l'approche, elle reste la même. C'est une approche sécuritaire, extrêmement dissuasive de toute velléité de pouvoir traverser la frontière et de pouvoir gagner les États-Unis. S'il y aura changement, on le verra. Parce qu'il faut revenir toujours à notre contexte, nous, africains. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec le sommet annoncé par Anthony Blinken, sommet courant 2022. Oui, États-Unis-Afrique. On va voir qu'est-ce qu'ils vont proposer, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir de leur besace et voir, parce que, comme tout le monde le sait, au temps de l'administration Trump, l'Afrique était à la marge de ses préoccupations. Et c'est quelqu'un dont l'administration ne semblait pas se préoccuper de ce qui a été fait, par exemple, du temps d'Obama. Donc, on va voir s'il y aura du changement à ce niveau-là ou pas. Alors, arrivée d'un nouveau locataire à la Maison-Blanche, départ d'une Angela Merkel après plusieurs années de chancellerie en Allemagne. Et là, ce n'est pas les commentaires qui manquent. Vraiment, ça a suscité énormément de réactions positives vis-à-vis de cette grande dame. Ali, Nordin ? Moi, rapidement, comment je vois les choses, Merkel, elle avait, je crois qu'elle a 15-16 ans, elle a plusieurs termes, donc tout le monde la connaît, et les gens se sont habitués, ça a commencé à ronronner, et elle a laissé quand même quelque chose qui est en train de créer des problèmes. C'est tout simplement le pipeline de gaz qui vient de Russie. Nord Stream. Et ça, elle est partie au bon moment, parce qu'avec la crise ukrainienne, encore une fois,
les Américains, l'une des sanctions qu'ils prévoient justement dans le cas où Poutine attaque l'Ukraine parce que il est prêt à l'attaquer, c'est de bloquer justement. En tout cas, sa dernière conférence de presse était. Oui, c'est de bloquer justement le pipeline. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas bloquer le pipeline pour l'Allemagne parce que l'Allemagne a décidé d'arrêter le nucléaire. Et elle a mis dans l'équation le pipeline de gaz qui vient de la Russie. Donc imaginez un peu ce qu'elle a laissé à son remplaçant. Donc de ce côté-là, je pense qu'elle aurait peut-être géré ça autrement. Parce qu'elle a de très bonnes relations avec Poutine, qui l'apprécie énormément. Elle a également de bonnes relations, elle est obligée avec les États-Unis et surtout l'OTAN. Mais là, les choses ne vont pas être simples. Parce que dans les sanctions, ça c'est la première chose qui vont sortir. Donc on s'attend à des... Dans des nazis, vous aimez bien Angela Merkel? Ah oui, c'est une dame qui a un parcours politique exceptionnel et je pense que sa popularité est à l'origine de ce parcours-là. Symboliquement d'abord, parce qu'elle vient de l'ex-Allemagne de l'Est. Ouais. Elle a été pendant très longtemps dans le sillage d'Helmut Kohl. Elle a eu la carrière que l'on sait aujourd'hui et puis elle a eu un talent extraordinaire à résister au moins à la crise migratoire de 2015 qu'elle a gérée à sa façon, sans trop de cassures et de fractures, comme celles qu'on a vues dans d'autres pays qui ont connu de manière un peu moins importante, d'ailleurs les flux migratoires de cette époque-là. Et puis elle a fait aussi face, de manière assez réussie, moi je trouve, à la crise sanitaire. Son rapport à la Chine aussi a été un rapport équilibré, puisque le président Xi Jinping, on revient à la Chine encore une fois, l'a considéré comme une amie de la Chine. Et puis la façon dont elle a considéré l'alternative, avant ce point-là, c'est une femme qui quand même incarne une rectitude dans la pratique du pouvoir et dans la gestion des affaires de son pays. Et ça, les Allemands ne l'ont pas oublié, à tel point qu'ils l'ont appelé Mutter, maman, comme on le sait en allemand. Donc, parcours exceptionnel, un bilan sans doute très intéressant, mais sur lequel il va falloir revenir, parce que vous savez, les bilans, c'est fluctuant et c'est changeant en fonction des regards qu'on portera. C'est ça. Voilà. Aujourd'hui, on a un regard sur l'inventaire laissé par une personnalité politique. Demain, on peut avoir un autre avis. L'avis contraire. Voilà. Et puis, tout dépendra de la façon dont se conduira celui qui a pris le pouvoir à sa place, en l'occurrence Olaf Scholz. Très bien. Il reste 10 minutes, messieurs, ça passe vite, hein, surtout qu'on a consommé quasiment l'essentiel du temps à la Chine. Alors en 10 minutes, rapidement, d'abord le marché oil and gas, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, surtout que l'Agence internationale de l'énergie prévoit une hausse de la demande durant l'année prochaine. Messieurs, rapidement. Rapidement, tout dépendra de l'évolution de la courbe épidémique ou épidémiologique, comme on voudra. C'est-à-dire, s'il y a une continuation dans la reprise de l'activité normale, il est évident que ça aura un impact positif sur le marché de l'énergie. Il y aura une hausse du gaz et du pétrole, ce qui nous fera le plus grand bien, puisqu'on a besoin pour financer nos investissements et nos politiques de développement. Très bien. Je reste avec Nordin-Azeux. Je vais vous donner la parole sur le numérique parce que c'est votre dada, Ali Kahlan. La COP26, lutte contre le réchauffement climatique. Là aussi, tout le monde disait qu'avec la crise sanitaire... Mi-figue, mi-raisin. Mi-figue, mi-raisin, parce que les Occidentaux continuent encore à se comporter... d'une manière hypocrite. Oui, hégémonique. Pour preuve, vous avez un point qui est très important, c'est l'article 6 des accords de Paris en 2015. Qu'est-ce que c'est que cet article 6 ? C'est comment négocier l'achat des crédits carbone. Voilà. Vous avez des Européens qui veulent faire de l'industrie extractive en Afrique, qui veulent aller chercher les richesses du sous-sol africain sans contrepartie en termes d'investissement. Et ce qui se trouve à reprocher aux Africains, c'est de ne pas, soit d'être un peu trop exigeant par rapport à cette question de crédit carbone, soit d'être responsable de quelque chose dont ils ne sont pas responsables. L'Afrique, comme vous le savez, c'est un peu à peine 3% de l'émission de carbone aujourd'hui. Donc c'est, à mon avis, un jeu de dupes sur lequel les Africains et l'Union africaine, parce que c'est son rôle aussi, devrait travailler pour qu'on arrive au prochain rendez-vous sur le climat à une approche
plus équilibrée et peut-être plus offensive de la part des États et pays africains. Ali Kahlan, 13e point sur le grand virage du numérique. C'était déjà le cas en 2020, davantage en 2021 et visiblement ça continue. Mais par ricochet, il y a aussi le risque de cyberattaque. Je vais vous laisser commenter ça rapidement. Oui. Écoutez, moi je suis quelque part, comme j'ai dit tout à l'heure, à toute chose malheur répond. Moi je suis très content, surtout pour mon pays, quand je vois de quelle manière les technologies du numérique globalement ont évolué et on s'est retrouvé. Pratiquement tout est ouvert et les chiffres ont explosé dans l'utilisation, la maîtrise et l'usage du numérique. Lors du confinement, par exemple, et le confinement qui en même temps a obligé beaucoup d'entreprises et beaucoup d'administrations à recourir au télétravail, ainsi que le téléenseignement pour les universités. Et donc forcément, l'utilisation à ce niveau-là, on n'aurait jamais espéré avoir ce type d'utilisation. Bien sûr, le corollaire à tout cela, c'est que forcément, il y a moins de protection parce qu'on n'était pas préparé à faire une utilisation des technologies du numérique, surtout à partir des laptops donc ou du mobile, les smartphones, qui sont autrement beaucoup plus vulnérables qu'un PC ou qui serait au niveau d'une organisation ou d'une entreprise, avec des équipements qui protégeraient tels que le firewall ou autres, et avec éventuellement des protections lourdes, pas uniquement au niveau de l'antivirus ou anti-spam, et que tout d'un coup vous permettez donc à ce travailleur d'aller à l'extérieur et de certainement se connecter à la base de données de l'entreprise, ou pire encore aller dans le cloud. Évidemment, vous multipliez par un facteur extraordinaire les risques de cyberattaque. Et malheureusement, ça, c'est le côté négatif de l'utilisation du numérique. C'est que on a une utilisation, en fait, elle est double, l'utilisation. Elle est d'abord, c'est l'utilisation que j'appelle moi l'utilisation de divertissement, un peu les réseaux sociaux, bien que les réseaux sociaux ne servent pas à ça, mais globalement, pas uniquement chez nous, ils servent à ça. Donc, à partir du moment où vous êtes dans les réseaux sociaux, et Dieu seul sait combien on peut être complètement pris par les réseaux sociaux, parce que c'est fait pour de toute manière, et l'utilisation utile de la connectivité, je dis connectivité, Internet est inclus, parce qu'on peut très bien être connecté sans être sur Internet. On est au niveau d'un intranet d'une organisation, même si on est à l'extérieur. Donc l'utilisation de la connectivité fait qu'on peut ne pas avoir une utilisation qui donne des fruits, qui servent l'organisation, qui servent l'entreprise. Et si vous rajoutez la couche justement des menaces et les problèmes de cybersécurité, là bien évidemment, on risque de tout perdre. Je suis tenté de paraphraser ce qu'a dit une personnalité il y a quelques années, quand on a parlé du retard dans le paiement électronique, et que partout ailleurs, on sait que, surtout il y a une dizaine d'années, dans le paiement électronique, évidemment, il y a des cyberattaques, il y a des cybercriminels qui sont en train de faire des choses, etc. Il a dit, tant mieux qu'on n'ait pas le paiement électronique, ça nous prémunit des attaques. Parce que, on n'a pas le paiement électronique. Donc, ce type de raisonnement, bien évidemment, quand on est en train de gérer la tête dans le guidon et du court terme, ça peut être bon. Mais bien évidemment, si on veut que le pays avance et qu'il puisse évoluer, c'est une autre démarche qu'il va falloir prendre en charge. Et de ce côté-là, le gros problème que nous avons, c'est qu'on part du principe qu'au niveau des attaques, rien ne peut nous arriver parce qu'il se trouve tout simplement qu'on n'en a pas besoin, qu'on est protégé et que ça n'arrive qu'aux autres en fait. C'est tout simplement comme le virus. Très souvent, ceux qui ne se vaccinent pas, ils disent c'est pas pour moi, ça n'arrive pas, la preuve, je suis en bonne santé. Et ceux qui l'ont, ils l'ont parce que tout simplement ils étaient prédestinés. Donc tout ça fait que de ce côté-là, on a de gros problèmes encore une fois de communication, de pédagogie, d'explication pour éviter ce type de problème. Alors, on arrive quasiment à la fin et la dernière question concerne les enjeux économiques pour 2022. On a essayé en tous les cas de passer en revue les faits marquants de 2021. Nordine Azzouz, à votre avis, qu'est-ce qui va marquer l'année 2022 ? À quoi doit-on s'attendre ? 2022 en partie va être une prolongation de 2021 et des enjeux auxquels on a assisté. Qu'est-ce qui va marquer cette année-là ?
Moi, je rebondirais ce que vient de dire Ali Kahlan sur le numérique. C'est une question sur laquelle il n'est plus question de tarder. Pour la simple raison que l'une des solutions face au choc sanitaire a été le télétravail. Et sans numérique, on ne pouvait pas envisager, par exemple, que des entreprises aient recours à cette alternative et puissent continuer leur activité et à préserver et l'emploi et l'avenir de leur entreprise. Bien sûr, pour ce qui nous concerne, nous, dans notre pays, la question des réformes, il y a un certain nombre de réformes qui sont en chantier et il va falloir les poursuivre et les concrétiser. Voilà, les concrétiser. Ali Kahlan, pour vous, les enjeux en une minute? C'est exactement pareil. Hein. Il faut absolument profiter de cette pandémie, en faire sienne, la prendre en charge comme étant une opportunité et profiter à tout point de vue, sur le plan économique, sur le plan géopolitique, sur le plan de l'accélération de l'utilisation du numérique, en fait, sur tous les plans, parce que c'est une opportunité extraordinaire. Nous avons, les gens, vous savez qu'il y a 95% d'Algériens qui utilisent actuellement les smartphones, ou tout ce qui est mobile. À partir du moment où vous avez ce type d'usage, vous avez ce type d'utilisation, normalement, rien ne peut vous arrêter pour mettre en place tout ce qui peut faire qu'on peut maîtriser le numérique et qu'on peut rebondir dessus. Donc c'est le moment ou jamais de pouvoir justement le prendre en charge. Et c'est l'occasion rêvée. Merci beaucoup, messieurs. Merci une nouvelle fois à Ali Kahlan, vice-président CAIR, Club d'action et de réflexion autour de l'entreprise, et à Nordine Azouz, directeur de rédaction du quotidien Reporter. Merci à vous. C'était la dernière de l'année de Insight sur Al24 News. Merci pour votre fidélité. J'ai envie de vous dire santé et prospérité pour 2022. Bonsoir.